Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées. Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les donne, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cris de femmes, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cris de femmes, votre plateforme de sensibilisation. Cris de femmes, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio. Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées. Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les donne, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cris de femmes, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cris de femmes, votre plateforme de sensibilisation. Cris de femmes, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio. Bonsoir chers auditeurs d'ABK Radio, bienvenue à votre traditionnelle émission Cris de femmes. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés, que ce soit sur notre application ou encore à la 89.9 FM, parce que ce soir est une émission assez particulière. Alors, je suis accompagnée ce soir du docteur Yo-Yo Ngongan, expert en santé sexuelle et reproductive, proctologue et vénérologue. Également Lila Kui, notre chroniqueuse attitrée, et à la mise en onde William Chouala. La thématique de ce soir est la prise en charge des femmes enceintes en situation de précarité. Est-ce que vous êtes enceinte et alors l'auteur a fui, comme on dit d'habitude? Est-ce que vous avez 3 mois, 4, 5 mois de grossesse, mais jusqu'à présent, vous n'avez fait aucune visite? Vous n'avez même pas rencontré un médecin, encore moins un gynécologue ou une sage-femme, simplement parce que vous n'avez pas les moyens? Est-ce que vous avez une personne qui vous a mis enceinte et elle a disparu? Est-ce que vous souffrez d'une maladie sexuellement transmissible ou alors autre chose? Toutes ces problématiques aujourd'hui trouveront une solution. Et je m'en vais ainsi poser la question à Lila. Quelles sont les statistiques actuelles en termes de situation de précarité de la jeune fille ou la jeune femme camerounaise? Avant de commencer, je vais dire bonsoir aux auditeurs d'ABK Radio et aux habitués de l'émission Cris de femmes. Bien qu'il n'y ait pas suffisamment de données sur le nombre de mères célibataires par choix, les femmes, dans bien des cas,
qui éduquent leurs enfants seuls sont très souvent confrontés à des défis sociaux, culturels et même juridiques. Selon l'ONU Femmes, il y a dans le monde plus de 100 millions de femmes mères qui éduquent leurs enfants seuls. Au Cameroun, de plus en plus, les mères élèvent leurs enfants seuls. À côté de cela, plus de 30% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté selon l'ONU. Une question subsiste, comment faire ? Quelle est la solution à adopter, surtout quand on se retrouve enceinte et que l'auteur de notre grossesse n'est pas présent? Comment faire pour s'en sortir, au moins jusqu'à ce que le bébé vienne au monde? Ce soir, avec Miss Jane et Dr Yoyo, je pense que nous allons apporter quelques bribes de solutions. Et également, on voudrait dire à nos auditeurs que ce soir, on aura, en termes de solutions, les différentes informations sanitaires ou bien structures qui pourraient accompagner des femmes en situation de détresse. Et c'est pourquoi nous vous invitons à participer à cette émission en direct au 6 99 19 11 62 ou au 6 78 42 64 90. Exceptionnellement, nous prendrons des appels, mais nous vous invitons à envoyer vos besoins, vos questions, vos contributions et même votre situation, certainement avant la fin de l'émission. Vous aurez la possibilité d'être prise en charge. Alors, bonsoir encore une fois de plus, Dr Yoyo. Ah oui, vous savez, il faut qu'on rie ensemble parce que j'ai jamais fait une affiche et à vos tons de retour, surtout de la gente féminine. Et je voudrais que vous vous présentez ce soir et n'hésitez pas à donner aussi votre statut pour nos auditrices qui ont réagi en disant à quel point, voilà. Oui, bonsoir. Miss Jane, bonsoir au metteur en homme, c'est toi là? Voilà, William Tchalak. Et à la chroniqueuse, Lila, c'est ça? Lila Queen. Oui, en fait, c'est un réel plaisir d'être là. C'est la première fois que je suis réellement invité ici. Et ça me fait chaud au cœur. Merci. Oui, ça me fait chaud au cœur parce que tes commentaires m'ont fait éclater de rire toute la journée. Je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'existe quand même depuis 42 ans sur cette terre. Hein. Ah oui? Voilà. Qui suis-je? Je suis expert en santé sexuelle et reproductive. Oui, bon, c'est la version améliorée de sexologue, en fait. Ah, bon, ça veut dire, Lila, on a une émission spéciale sexologie sur le plaisir de la femme. Prochainement. Oui, en fait, je suis sexologue, mais il y a une version améliorée qui a une partie reproductive. Donc, ça veut dire que je peux accompagner les femmes, aider les femmes à comprendre pourquoi elles ne peuvent pas concevoir, les accompagner à concevoir. Donc, c'est pour ça qu'on dit expert en santé sexuelle et reproductive. Voilà. Je suis également proctologue. Proctologue, c'est expert en maladies anales. Généralement, c'est une sous-spécialité parce que ça appartient à la gastro-entérologie. Et c'est les hémorroïdes, par exemple. Vous savez, on parle beaucoup d'hémorroïdes, mais on ne sait pas quel est le médecin adéquat pour ça. Voilà, donc je suis le médecin adéquat pour ça. C'est pour ça qu'on parle de proctologie. D'accord. Donc, un proctologue, c'est celui qui est l'expert de ce derrière-là. Donc, dorénavant, j'espère que vous n'aurez plus honte de rencontrer quelqu'un qui est expert du derrière. Voilà. Je suis également vénérologue. Vénérologue, sont les maladies sexuellement transmissibles en général. Donc, que ce soit le VIH, les hépatites, les herpès, le chlamydia, tout ce que vous pouvez imaginer de sexuellement transmissible, oui, j'en ai fait mon dada. Bon, c'est vrai que certaines personnes vont me demander, mais pourquoi plusieurs Je m'apprêtais à vous poser effectivement cette question, surtout après seulement 42 années sur Terre. On a l'impression souvent d'avoir ce type de spécialité face à des professeurs, à des vieillots qui certainement ont pratiqué le premier métier, après ils se sont ennuyés ou alors ils ont étudié la société, ils ont voulu répondre à une problématique, mais vous, on va écouter vos motivations. Oui, en fait, les motivations sont simples. Toutes ces spécialités sont liées. Vous savez, quand on parle de sexualité, on parle de reproduction, on parle de maladie, on parle de sexualité dans les doubles sens, c'est-à-dire du point de vue vaginal et du point de vue anal. Aujourd'hui, on ne va pas se cacher que ça existe. Bien Donc, sûr. on ne doit pas faire fi de ces informations-là. Voilà. Donc, c'est tellement lié et que j'ai été formé par les LGBT. Vous savez, c'est une problématique très difficile au Cameroun. LGBT, c'est l'homosexualité. J'ai été formé par eux pour des besoins... liés à leur communauté. Oui, à leur communauté. Il fallait un médecin en qui ils ont entièrement confiance. Et puis voilà, j'étais cette personne, donc ils ont investi sur moi.
Et je ne me cache jamais de le dire parce que je crois que si je devais le faire de manière personnelle, je n'aurais pas eu assez de moyens financiers pour le faire. Donc, s'il y a des gens qui ont payé pour que je les accompagne, pour que j'ai ce savoir, je crois que la moindre des choses, c'est de dire merci et de ne jamais cacher qui a fait de moi ce que je suis. Voilà, donc, voilà entre autres ce que je suis. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Oh. Et ce ne sont que des filles, de très magnifiques filles déjà. Ah, je comprends alors pourquoi vous avez sauté immédiatement qu'on a parlé de cris de femmes. Je suppose que vous êtes comme le docteur Cyril Mengono, un féministe assumé. Bon, c'est peut-être pas ça. Non, en fait, la vérité, c'est que j'ai eu des difficultés à comprendre pourquoi les gens avaient du mal et on n'arrivait pas à savoir exactement ce qui se passait. On faisait des examens, on ne voit pas et tout. Je me suis dit, mais pourquoi pas voir un peu de ce côté-là. Et je voulais en fait être d'abord gynécologue. Ah, d'accord. Mais sauf que la gynécologie a un autre penchant plus long qui m'embêtait. Et ça ne résolvait pas la problématique que je voulais en fait toucher. Donc c'est comme ça que voilà, je m'oriente de ce côté-là. Parce que j'ai des aînés qui m'ont dit qu'il y a une façon de pouvoir éviter de parler uniquement de gynécologie, mais d'entrer également dans la partie psychologique. Voilà, parce que la partie psychologique est extrêmement importante. Donc voilà, c'est pour cette raison que je me suis jeté là-bas. Et il y a des choses que j'ai réussi à faire parce que ma grande communauté est féminine. Ok. Voilà, parce que vous savez, pour les hommes, ils se cachent toujours derrière les femmes. Oui, en général, parce que quand ils envoient la femme à l'hôpital, ils payent. Mais après, quand tu reviens, il dit que le médecin a dit quoi. Ah, vous parlez là pour la 3e partie de l'émission. Certainement, on en dira un peu plus lorsqu'on abordera le sujet des MST et des maladies liées au derrière, voilà, comme vous résumez si bien. Et ça permet également de dire à nos auditeurs qu'on aura en première partie comment est-ce qu'on peut prendre une grossesse à moindre coût au Cameroun ou voire gratuitement. Quelles sont les voies légales pour forcer le géniteur délinquant? Et quel est le mécanisme étatique d'accompagnement de la jeune fille en difficulté? N'oublions pas qu'on a plusieurs ministères, promotion de la femme et de la famille, ministère des Affaires sociales, il faille bien qu'ils servent à quelque chose. Oui. Et il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en place, que ce soit la société civile, etc. Et on en parlera à cette 2e partie de l'émission avec Amel Guingan, qui est experte en VGB et également travaillant au ministère des Affaires sociales et entre autres à la promotion de la femme et de la famille. Et après cette petite ponctuation musicale, on enchaînera avec la première partie. Il était vraiment plus âgé que moi. Je suis tout bêtement tombée dans ses bras. Par lui j'ai découvert ce que je connaissais pas. Il semblait sincère, je l'aimais pour ça. Ce qui m'a toujours dérangé et que rarement le soir je pouvais le capter. Mais dès qu'il me parlait, je la fermais. Il avait des mots, m'a rendu accro. Je voyais déjà l'avenir dans ses bras. Il avait les mots, m'a rendu accro. Je ne savais pas, je ne le connaissais pas. Je n'avais plus de vie, je ne pensais qu'à lui. Même si j'ai cramé, que souvent il mentait. Il se perdait dans ce qu'il me racontait, se trompait de mon quand il disait qu'il m'aimait. Et je supportais, je pardonnais. Dans sa caisse j'ai trouvé des jouets, j'ai crié que son ex continuait de l'appeler. Mais qu'est-ce qu'il cachait? Je le découvrais. Il avait des mots, m'a rendu accro. Je voyais déjà l'avenir dans ses bras. Il avait les mots, m'a rendu accro. Je ne savais pas, je ne le connaissais pas. Je l'ai suivi chez lui, bête de jardin et chien de compagnie. Putain de maison, on s'imagine tout de suite la vie de famille. Pendant tout ce temps, j'étais dans le faux, j'étais dans le faux. Sa femme
surprise, elle est tout de suite venue m'avouer. J'étais pas la première conne avec qui s'amuser pendant tout ce temps. J'étais dans le faux, j'étais dans le faux. Ce qui m'a toujours dérangé et que rarement le soir je pouvais le capter, mais je m'en doutais, mais j'affirmais. M'a rendu accro, je voyais déjà l'avenir dans ses bras. Il avait les mots, m'a rendu accro. Je ne savais pas, je ne le connaissais pas. Il avait les mots. Il avait les mots, certainement, parce que beaucoup de femmes aujourd'hui en situation de précarité sont confrontées à cela. Sherifa Luna est enceinte dans ce clip et elle a justement fait un enfant avec un homme marié qu'elle ne savait pas et qui l'a abandonné. Je pense qu'il y a la deuxième partie d'ailleurs, Lila, oui, c'est ça l'histoire de l'émission. Et c'est pour ça que la chanson s'appelle « Il avait les mots ». Il avait les mots parce qu'il a raconté beaucoup de choses. Et à la fin du clip, oui, elle a un ventre. Et elle a un bébé. Vous n'avez pas remarqué? Ah, d'accord. Non. Toutes ces chansons, il y a ça. Disons Parce que qu'à j'étais la trop fin- concentrée à rassembler les mots haineux que j'allais dire à ce gars. Et tu es déjà marié, tu as une famille. Oui, Mais où c'est est-ce un que monsieur tu vas? marié. L'histoire de la chanson, c'est pourquoi on l'a choisi pour cette émission quoi, William. Simplement parce qu'elle parle d'un monsieur avec qui elle a une belle idylle. Et c'est vrai qu'elle se rendait compte qu'il n'avait pas parfois du temps, il disparaissait, etc. Et elle avait une grossesse. Mais je me pose La quand même fin une du clip, question. il faut bien regarder. Je Elle est me pose- enceinte je me d'au moins pose- 6 Je mois. me pose une question, Miss Et c'est un bébé existant. Elle n'a jamais voulu d'ici le clip, la chanson, et sa propre histoire ou alors une histoire racontée. Elle était fâchée parce qu'elle aimait le gars là, ou bien elle était fâchée parce qu'elle était enceinte et le gars n'était pas là. Non, elle était fâchée parce qu'elle a découvert que le monsieur était marié. Elle ne pouvait pas continuer une relation, elle ne pouvait pas faire sa vie avec lui et elle est enceinte en plus. Wow, Et c'est le Asia, cas de maman. malheureusement nombreuses jeunes filles aujourd'hui en situation de précarité, même s'il y en a aussi qui harcèlent les beaux docteurs comme le docteur Yo-Yo Ngongon et qui se retrouvent aussi à vouloir utiliser la grossesse pour pouvoir retenir un homme, ce qui n'est pas possible. Ou encore, il y a des femmes qui ont un mari et celui-ci les abandonne et elles sont en situation de précarité, elles ne peuvent pas faire des visites, etc. Certainement après le retour, je suppose, Lila, on peut avoir la situation actuelle, un retour d'expérience. Ça tombe Parce que je bien te sais parce assez que très fouineuse. voilà, ça tombe bien parce que je ne sais pas. C'est vrai que je ne te dis jamais tout, mais il se peut que très récemment j'ai fait un tour dans quelques hôpitaux de la place du CMA pour essayer de savoir comment ça se passerait si je décidais de faire venir mon bébé par là, par un CMA. Et j'ai été assez déçue par certains quand même si d'autres, dans d'autres on m'a bien reçu. Et dans certains, on m'a bien reçu. Et dans d'autres, je me suis demandé, mais désolée, voilà, l'accueil est tellement mauvaise que je me dis que je ne peux pas mettre mon bébé au monde là-bas. Mais qu'à cela ne tienne, je vais vous parler du meilleur. Parlons de du ce qui meilleur. s'est bien Citons le passé. meilleur et C'est-à-dire, restons dès positifs. que tu arrives à l'entrée, déjà le gardien lui-même, il est souriant. Tu sens que si ton bébé naît là-bas, lui aussi sera souriant. Et puis tu t'en vas, tu prends des informations, on te dit non, tu as juste besoin d'un carnet de 500. Tu payes une consultation de 5 000. C'est la seule d'ailleurs que tu auras à payer si tu décides d'être suivi par une sage-femme uniquement. Ou alors, si tu décides d'être suivi par un gynécologue, tu payeras 3 000 francs à chaque visite. Mais si c'est la sage-femme, c'est uniquement 5 000. Petite précision, c'est que si je choisissais d'être accompagnée uniquement par la sage-femme, quand même vers la fin, il aurait fallu que je voie le gynéco pour faire d'autres examens, le bassin, pour voir si tout allait bien se passer, étant donné que j'ai pris des informations pour une primipare. Voilà.
À côté de ça, on m'a donné une liste des examens qu'il fallait faire. Je me suis intéressée plutôt aux tarifs parce que je ne connaissais pas les noms. On m'a dit, on serait dans des tarifs de 63 000 francs par là, en tout cas moins de 70 000. Pour les 9 mois ou pas non, visite? Pour les 9 mois. Les examens au total pourraient être dans les 63 à 70 000 francs, accompagnés des échographies à chaque trimestre. Donc là où j'ai été, on m'a parlé de 8 000 francs pour chaque trimestre. Et ensuite, j'ai essayé de savoir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a un accompagnement pour ces femmes-là, comme on voit souvent dans les baby-boom à la télé? Est-ce que vous leur dites comment est-ce qu'elles doivent se comporter? On m'a dit oui, il y a tout un accompagnement. C'est ce que la sage-femme fait. J'ai demandé si c'était payant. On m'a dit non, ce n'était pas payant. Permettez-nous de demander justement au docteur, est-ce qu'au Cameroun, elle a bien parlé d'exemples d'émissions à la télé que nous voyons sur les chaînes européennes. Est-ce qu'au Cameroun, pour une première part, il y a un accompagnement psychologique? Oui, absolument. Absolument, oui. Dans pratiquement tous les hôpitaux. OK. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle étape de la vie et il est important d'accompagner la femme tout au long de ce processus. Quand elle va venir pour la première fois, ça veut dire qu'au premier trimestre, les 3 premiers mois, et j'oubliais, il est important de noter que toutes les femmes ne font pas 3 visites. Il y en a qui peuvent en faire 5 ou 6 ou 7 en fonction de leurs différentes souffrances. Il y a ce qu'on appelle par exemple les grossesses précieuses. Les grossesses précieuses du genre, elles peuvent avoir de très simples douleurs, mais tout de suite on lui dit écoute, fonce à l'hôpital. On regarde et à partir de ce qu'on peut trouver, on lui fait une échographie. Donc elle peut se retrouver à faire plus d'une échographie durant les 9 mois. Maintenant, quand on parle de primipare, elle peut accoucher avant. Donc si elle doit accoucher avant, donc on doit contrôler à chaque fois. Maintenant, il y a les hôpitaux qui ont mis des systèmes en place de telle sorte que, compte tenu du coût des échographies, on ne pourra pas lui demander de faire les échographies chaque mois. On va quand même réduire. On va lui dire, écoute, par rapport à la situation que vous êtes en train de traverser, l'hôpital va prendre en charge un certain type d'échographie. Mais je peux vous dire qu'il y a ce qu'on appelle des échographies de contrôle qui n'ont pas besoin de vous donner la carte. Je veux dire le cliché. En fait, on fait juste ce qu'on appelle un contrôle. Okay. On vérifie parce que l'échographe est là. Il se rassure que non, tout est bien. Il peut noter et vous rassurer qu'écoutez, madame, je crois que c'était juste une peur bleue inutile, mais pour le moment, ça va. Donc, je crois que compte tenu de ce type de situation, les gens ne devraient pas avoir peur d'aller à l'hôpital. Okay. Parce que voilà, il y a toujours une petite astuce pour essayer de ramener au plus bas les montants d'échographie et autres. Oui, mais il y en a une fois, moi je parle d'un vécu, je suis d'ailleurs la marraine de ce bébé-là. Et c'est un bébé, j'avais dit, c'était un bébé qui était arrivé et puis dans une situation où ma proche était un peu dépressive. Et je lui avais posé la question de savoir, est-ce que tu as fait des visites? Elle m'a répondu, les femmes qui sont au nord font comment? Nos grands-mères au village font comment? Alors moi je vais poser la question pour c'était vraiment parce que mais c'est une réalité, ce qu'elle dit est vrai. Alors quels sont les signes quand on reste à la maison qui devraient nous encourager à aller donc? Est-ce qu'on vous pouvez dire aux femmes pourquoi c'est important au moins d'aller faire une visite? Et Lila l'a rappelé, CMA, c'est quoi déjà? CMA, Centre médical d'arrondissement. Voilà, la consultation c'est dans certains, le carnet d'abord c'est 500. Dans certains c'est 3 000 et dans d'autres c'est 5 000 francs. 5 000 francs. Oui. Donc voilà pourquoi c'est important de partir au moins avec 7 000 francs, quel que soit l'état dans lequel on est. Oui, et même vous pouvez arriver, vous n'avez rien du tout. Voilà. Oui, ça peut arriver parce qu'il y a les services sociaux qui sont censés prendre en charge à partir d'un certain montant, mais avec une barrière. On ne peut pas vous prendre totalement en charge parce que il n'y aura pas assez de fonds pour prendre en charge toutes les femmes qui pourraient venir à ce moment, pour ce type de situation. Maintenant, par rapport à la question de savoir qu'est-ce qui peut pousser une femme ou pourquoi les femmes devraient se faire consulter. Premièrement, donner naissance n'est pas chose aisée. Vous êtes enceinte pour la première fois. Je suppose que vous êtes enceinte pour la première fois. Vous avez forcément besoin d'un accompagnement. Nos parents, parfois on dit les femmes du village font comment? Oui, mais sachez que les femmes du village, c'est au village. Il y a une certaine mentalité au village qui n'est pas celle de la ville. Donc, forcément, il y a une préparation du village qui n'est pas la même préparation que celle de la ville. Donc, il faut éviter de comparer les deux systèmes. Très bien. Voilà. Maintenant, quand vous êtes en ville et que vous avez un mode alimentaire qui est différent, vous avez une situation familiale qui peut être différente, vous avez des possibilités de rencontrer des gens qui peuvent vous aider, même si ce n'est pas financier.
D'accord. Pardon. Donc maintenant, si vous avez des tendances à hésiter un tout petit peu sur votre type de grossesse, vous avez des douleurs, par exemple, ne vous dites jamais que ça va passer. Ça va passer. Surtout pas. Seulement à cause du simple fait que vous ayez des douleurs, que vous ayez des remontées inhabituelles, ou alors vous aurez des répercussions sur votre état de santé physique ou même votre morale qui n'est pas au beau fixe. Oui. Allez à l'hôpital, vous allez rencontrer ou vous verrez d'autres femmes qui sont comme vous, mais qui apprécient le fait de donner naissance parce qu'elles sont peut-être à leur 2e ou 3e accouchement, tandis que vous êtes au premier. Je parle souvent de la magie de la salle d'attente. Voilà, la magie de la salle d'attente, exactement. Donc, il y a un type de commentaire, il y a cette chaleur, cette alchimie. Celle qui a 2 ou a 3 enfants va voir l'autre tellement pleurer, lui dit, ma fille, je suis passé par là, mais rassure-toi, ça ira mieux. Donc, tu t'en sortiras. Et où est-ce qu'elle pourra trouver ce type de réconfort si elle est à la maison? C'est pas possible. Parce que même celle qui sera à la maison va lui dire du genre, arrête aussi, tu pleures trop, tu déranges, oh, tu cries pour un rien. Et c'est ce qui arrive très fréquemment. Par contre, quand vous êtes à l'hôpital, la chaleur humaine des autres femmes qui sont dans les mêmes conditions que vous vont forcément les encourager. Donc, quand vous allez regarder une femme qui a un ventre plus long que le vôtre, vous allez dire, hey, maman, moi-même, je crie quoi comme ça. Donc, elle va vous encourager, vous dire, ah, maman, c'est mon 7e enfant. Et j'ai toujours crié comme ça, mais sauf que ça se passait toujours bien. Parce qu'en fait, le cri, c'est comme anticiper sur le cri du bébé. Ok. Vous criez parce que vous allez aider votre bébé à crier. Votre bébé doit vous entendre crier. Et pour qu'il sache qu'avant qu'il ne sorte, ou dès qu'il va sortir, il va aussi pousser un cri pour dire, maman, j'ai écouté ce que tu m'as dit. Donc, vous voyez que aller à l'hôpital, c'est important. Extrêmement important. Et non inutile et pas pour les bobos. Non, ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir. Parce que aujourd'hui, il y a la possibilité de pouvoir prendre en charge jusqu'à une certaine limite et permettre à votre famille de venir essayer de rembourser, entre guillemets, ce que vous avez dépensé. Voilà. Très bien. Parlons justement de la prise en charge, Lila. Je suis certaine que tu as voulu pousser le bouchon pour savoir est-ce qu'on pourra avoir des soins gratuitement où tu étais. Alors, j'ai essayé de savoir déjà, pour un bref résumé, on doit être dans les 120 à 150 000 francs au cas où on a une grossesse normale, il n'y a pas de complications, tout se passe bien, on accouche normalement, c'est ça. Maintenant, j'ai voulu savoir comment est-ce que ça se passe, quand on n'a pas suffisamment d'argent tout de suite. Donc, les madames, elles m'ont fait comprendre que les 120 000 ou les 150 000 francs, ce n'est pas payable d'un coup. Ce n'est pas que dès que vous arrivez à la première visite, on va dire déposer 150 000, non. Ce sera progressivement, il y a des examens que vous allez faire en fonction de l'évolution de votre grossesse, ainsi de suite. Donc, on va cocher en fonction de l'argent que vous avez, on va cocher les plus urgents à faire et que vous allez devoir faire. Vous allez écouter également les conseils de la sage-femme. Je suis encore allée un peu plus loin pour demander comment ça se passerait en cas de césarienne parce qu'on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Donc, ils m'ont fait comprendre que dans ces cas-là, il faudrait prévoir un peu plus, c'est-à-dire dans les 200 à 250 000 francs, et également prévoir des frais pour l'hospitalisation après et les médicaments d'après. Donc, on est relativement... Encore une fois, si tout se passe bien, si on n'a pas forcément des complications ou alors si on n'a pas un bébé qui vient avant terme, ainsi de suite, on pourrait être avec une césarienne relativement entre 350 000 et 500 000. Mais encore une fois, ça se fait progressivement. C'est pas vous arrivez à l'hôpital, on va vous dire déposez telle somme, ou faites ci ou faites ça. Et j'apprécie encore l'intervention du docteur tout à l'heure parce que moi-même je l'ai déjà vécu, c'est-à-dire vous arrivez à l'hôpital après un accident et on vous fait l'écho. On appelle la madame qui doit interpréter, qui vient dans la salle regarder et qui interprète. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin de payer les frais de cet écho-là. Donc, à chaque fois, il faut savoir dire à l'infirmière qui vous reçoit que vous avez un petit souci ou n'hésitez surtout pas à poser votre problème, à dire que vous n'avez pas suffisamment d'argent et elles vont trouver des moyens pour pouvoir vous aider à gérer, à diminuer un peu vos factures, à vous dire qu'est-ce qui est plus urgent pour l'instant, en fait. Et moi, j'entends depuis Lila parler en termes de facture. Donc, il n'y a pas possibilité d'avoir un discount et tout ça. Non, c'est pas possible d'être totalement exempté de payer. Parce que là, ce que vous avez donné, c'est les factures normales et tout. Oui. Mais il y a la possibilité, il n'y a pas un service social qui accompagne, qui accueille les femmes. Et lorsqu'elles présentent leurs besoins,
peut permettre que... Il n'y a pas, dans les CMA où je suis partie, il n'y a pas, on va dire quoi, un protocole qui est préétabli pour dire que voici ce qu'il faut faire au cas où la madame elle n'a totalement pas d'argent. Non. Il y a juste un discount, peut-être un 10%, un 20%, un 30%. Non, c'est pour ça que je dis il n'y a pas un protocole préétabli qui dit que quand vous allez arriver, si vous êtes en situation de précarité, on va vous accorder 50% ou 70%. Non. Mais comment est-ce que ça se passe? Vous devez absolument tenir informée la sage-femme que vous avez choisie de votre situation pour qu'elle puisse voir comment vous accompagner en fait. Mais il n'y a pas vraiment quelque chose de préconçu, un tableau qui est déjà préétabli pour dire non, vous allez avoir on va dire quoi, un rabais de 50% ou de 10%. Non, on va vous accorder des facilités en fonction de votre situation. Parlons justement d'accidents. Moi, je me souviens qu'on avait eu des factures assez colossales parce que dans les services publics, l'avantage, comme l'a bien confirmé le docteur Ngongon, c'est qu'une fois que le malade est sur place, il y aura bien sûr des frais qu'on va vous poser et on va vous demander. Mais la vie du patient étant la priorité, je pense que parfois on engage même des soins avant de sortir les factures après et de demander à la famille de gérer. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et parfois, on fait un courrier au directeur d'hôpital et il fait des discounts. Oui, en fait, ce que vous appelez discount, c'est ce qu'on appelle bon vert. Oui. À la Quintini, par exemple, il y a une possibilité de vous prendre en charge sans rien du tout. Voilà. On ouvre c'est comme un document, mais il s'appelle bon vert. OK. Le médecin s'engage. Parce que compte tenu de la situation de précarité... Je savais bien que c'était possible. Oui, non, c'est possible en fait, parce que j'ai voulu rebondir immédiatement dessus, parce qu'il y a un bon vert, il y a une possibilité, parce que dans les hôpitaux d'État, l'État est garant d'abord de la sécurité humaine. Maintenant, en second plan, l'État aussi doit se rassurer que ses ressources reviennent. C'est pour cette raison que vous allez voir, il y a la partie cachée de l'iceberg qui est de vous garder sur place après qu'on vous ait soigné. Donc, on vous soigne, mais on vous empêche de sortir. Donc, normalement, c'est après remboursement des différents frais. Et voilà, il y a parfois des zones vers lesquelles on va envoyer des personnes qui nous doivent de l'argent, je veux dire, doivent à l'hôpital. On les garde quelque part avec un œil sur eux et on dit, écoutez, convoquez la famille, organisez-vous et voilà. On vous a géré parce que vous n'aviez rien. Aujourd'hui, convoquez votre famille ou alors faites tout ce qui est en votre pouvoir pour nous remettre ce que vous nous devez. Parce il faut rappeler qu'on en a besoin pour pouvoir aider les autres aussi. Oui. Tous les hôpitaux d'État, parce qu'on parle d'hôpitaux d'État, oui, on parle d'hôpitaux d'État ont une caisse où c'est autorisé, mais toujours avec un plafond. D'accord. Donc, on ne peut pas accepter de te prendre en charge sur 100%. Donc, on te prend à un niveau, je peux dire au niveau où on t'enlève de la zone rouge et on te met au niveau de la zone peut-être orange. Est-ce qu'on pourrait quand même rappeler aux femmes qu'une grossesse reste une situation préoccupante? Oui, extrêmement Vous êtes entre la vie et la mort. Oui, bien sûr. Moi qui ai l'expérience des assurances, parfois quand vous remplissez un formulaire en assurance, on vous pose la question de savoir si vous êtes enceinte. Et si vous êtes après un certain mois, l'assureur a le droit, et c'est légal, de différer la garantie. Donc, de vous accorder un plein de garantie après votre accouchement. Bon, on appelle ça la délivrance dans le jargon médical. Après la délivrance. Parce que être une femme enceinte et donner la vie, c'est votre vie aussi. Oui, bien sûr. C'est votre vie aussi que vous mettez en danger. C'est votre corps qui va changer, etc. Alors, il est très important. C'est pour cela, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte dans lequel on est, quelle que soit la précarité, de se rendre à l'hôpital, même si on n'a pas 5 francs. Oui, bon, il est important de noter que avant qu'on arrive à la situation de la grossesse, si les femmes anticipaient sur leur état de vie, à ce moment-là, elles ne se permettraient pas certaines choses. C'est pour cette raison que les contraceptifs, par exemple, existent, y compris le préservatif ou l'abstinence. Donc, si vous voulez vous pousser à bout à faire ce que vous avez envie de faire, mais vous allez aussi être responsable de ce qui est. D'où vous avez obligation, lorsque vous êtes enceinte, si jamais vous avez failli à toutes ces autres façons de vous protéger et que vous êtes déjà enceinte... On parle également des femmes mariées, mais on peut aussi appliquer un planning familial, c'est possible. Bien sûr, quand on a un nombre d'enfants et on n'a pas un équilibre absolu avec son retour financier, on fait ce qu'on appelle un planning. On s'organise. Le planning n'est pas une bête sauvage. Le planning est là pour nous organiser, pour nous permettre de dire, écoutez, avec 2 enfants, c'est très dur.
je ne vais pas prendre le risque d'en avoir 3. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un planning, peut-être pour 5 ans, le temps peut-être financièrement de nous améliorer, mon mari et moi, et de voir dans quelle mesure on peut avoir un autre enfant. Donc, le planning familial devrait être indiqué absolument. Mais toujours est-il, lorsque la femme est déjà enceinte, il n'y a aucune raison qu'elle ne dise pas que c'est parce qu'elle n'a pas d'argent qu'elle ne part pas à l'hôpital. Très bien. Parce que je vous dis encore, à défaut de lui faire une échographie, on peut lui faire une palpation, on peut lui faire une écoute par les appareils les appareils de, je dirais pas les plus basiques, parce que vous savez, il y a des autophones qu'on utilise parfois pour écouter même seulement le ventre, sans forcément passer à l'échographie. Mais la sage-femme colle ça à l'oreille et elle dit non. C'est pour ça qu'elle s'appelle sage. Le cœur du bébé bat. Là, elle vous évite une échographie. Parce que le rôle de l'échographie, c'est effectivement de se rassurer de la viabilité. Et en plus, il y a l'accompagnement psychologique par des professionnels. Exactement. Et également les possibilités d'avoir les expériences des autres femmes sur place. Exactement. Je vous ai dit, la chaleur humaine est très importante pour réconforter les femmes qui souffrent. Et je peux vous dire une chose. Lorsque vous êtes dans une salle et qu'une femme mange, il est très difficile que l'autre ne mange pas. Généralement, elle se partage ce qu'elles sont en train de manger. Donc, vous voyez, si vous étiez resté chez vous, déjà la nourriture là, vous n'auriez pas eu. Peut-être ce qu'elle est en train de grignoter, ce qu'elle grignote, que ce soit les arachides ou les chips ou n'importe quoi, on demande parfois aux femmes de s'occuper la bouche avec ça. Alors, il y a Armel Nguina qui nous a rejointe. Bonsoir Armel, j'espère que vous nous écoutez. Allô Armel, bonsoir. Bonsoir, Miss Jane. Ah voilà, nous vous entendons très bien. Merci de nous avoir rejoints et malgré votre planning et votre emploi du temps chargé, parce que nous sommes là à la partie où comment utiliser les voies légales pour forcer les géniteurs délinquants. Le premier cas, c'est que nous avons observé une hypersexualisation dans notre société aujourd'hui et qui s'accompagne en général de grossesses malheureusement très 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 précoce, parce que comme le disait le docteur Yoyo tout à l'heure, il faut utiliser des préservatifs, il faut savoir s'abstenir, mais on se retrouve avec des jeunes filles de 15 ans, de 16 ans, qui ont des grossesses et qui parfois sont rejetées par la famille et qui sont chassées du domicile malgré leurs conditions de mineurs. Qu'est-ce que la loi a prévu pour cela? Déjà, Miss Jane, il faut comprendre que tout part de l'éducation, déjà aussi des parents et parentalité positive, parce que c'est les attitudes des parents souvent qui poussent les enfants à dévoiler leurs problèmes, à se confier ou à expliquer leurs problèmes. Quand on a des parents très stricts et très durs, souvent ça pousse les enfants à cacher beaucoup de choses. Par contre, quand on a des parents ouverts qui donnent des conseils à leurs enfants et qui leur disent vous pouvez me faire confiance, et l'enfant, en fait, vous établissez une relation de confiance avec votre enfant. Et là, ça permet que quand l'enfant a n'importe quel problème que ce soit, il est engagé de vous en parler. Aussi, vous avez parlé de ce sujet de conception de grossesse, c'est ça? Ahmed, permettez-nous d'essayer de vous recontacter par un autre canal afin que la communication soit beaucoup plus fluide, afin que nos auditeurs puissent vous avoir, parce que vous parlez de quelque chose qui est très intéressant. Ahmed dit, avant qu'on en arrive là, il faut d'abord qu'on pratique déjà à la maison ce qu'elle entend par la parentalité positive, c'est-à-dire créer un climat de confiance qui voudrait que même si l'enfant a fauté, qu'il ne puisse pas se retrouver à cacher une grossesse, à ne pas vous en parler, afin que vous puissiez prendre des mécanismes forts pour cela. Oui, Amel, on continue. Je pense que là, la communication sera meilleure. Ah oui, Jane, merci. Oui, là, c'est bon, oui. Merci et bonsoir à tous les auditeurs de ABK Radio et principalement à tous les abonnés de Cris de Femmes, l'émission du mercredi. Alors, si malgré on est dans une situation où le parent a été très sévère et il est parfois déçu et il réagit en disant « Ok, voilà, pars » et met l'enfant à la rue. N'oublions pas qu'il y a des jeunes filles
qui sont pas souvent, qui sont plutôt chez des tuteurs, où il y a même des propres parents qui s'énervent et qui disent non, tu sors de ma maison. Qu'est-ce qu'elle doit faire avec cette grossesse? Là, elle doit Comment est-ce qu'on peut obliger en fait sa famille à prendre en charge la jeune dame? Là, elle doit se rapprocher soit d'une délégation départementale, soit d'une délégation d'arrondissement de la promotion de la femme et de la famille le plus proche pour en fait expliquer son cas. Et vu que l'administration est écrite, elle fera une requête adressée à Madame la déléguée d'arrondissement de la promotion de la femme et de la famille, par exemple, de Douala 5e, vu que ABK Radio, c'est l'arrondissement de Douala 5e. Où elle va peut-être dans une radio comme la vôtre dénoncer ce fléau-là, dénoncer ce vice-là de la part de ses parents ou ce traumatisme. Mais bon, à notre niveau, au niveau de la promotion de la femme et de la famille, on va convoquer le parent, on va écouter le parent et on va écouter l'enfant. Ce qui se passe, c'est que la procédure souvent, c'est qu'on convoque d'abord la victime, c'est-à-dire la plaignante, on l'écoute. Ensuite, on convoque la personne qu'elle accuse. On l'écoute également et après on les confronte pour chercher une voie de médiation. Parce que là, on va rappeler aux parents ses responsabilités, surtout si l'enfant est mineur, que malgré le fait que l'enfant soit enceinte, elle est mineure, elle a encore besoin de la protection de son parent et vous avez le devoir d'encadrer votre enfant jusqu'à ce qu'elle atteigne là un âge majeur. Donc, à partir de là, maintenant, si le parent est toujours réticent, nous, on va faire appel aux forces de l'ordre qui vont maintenant par les voies les voies normales, les voies qu'ils savent bien utiliser, autoriser ou bien faire signer des engagements aux parents qui devra s'assurer de reprendre cet enfant en charge et que la grossesse de l'enfant évolue dans de bonnes conditions. Parce que déjà, l'enfant étant enceinte, sa santé à elle est déjà préoccupante et aussi la santé du futur bébé parce que si elle n'est pas en santé, le bébé ne sera pas en santé. Donc déjà, il faut préserver ce côté santé psychologique ou psychique de la femme enceinte et aussi contrôler son alimentation, contrôler si elle fait des visites médicales. Si votre enfant vous rapporte par exemple une grossesse et elle ne connaît même pas le géniteur, vous n'allez pas jeter l'enfant dans la rue. Vous devez prendre vos responsabilités de père et dire, voilà, c'est une grâce que Dieu me fait. Vous élevez votre enfant, vous accompagnez votre enfant dans cette étape difficile parce que, croyez-moi, c'est une étape très difficile, d'abord psychologiquement pour l'enfant, ensuite pour le bébé qu'elle porte. Parce que généralement, la majorité des traumatismes qu'on a observés chez les nouveau-nés, c'est parce que la maman a passé le temps à souffrir. Du coup, ça affecte directement l'enfant. Permettez-nous justement d'ouvrir une petite parenthèse et que le docteur nous explique ce lien traumatique, tu appelles comment ça, post-traumatique. Oui. Voilà, entre la grossesse d'une jeune fille dans cette situation et le bébé et la santé du bébé. D'accord. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous avez imaginé un seul instant qu'elle soit délaissée. Elle pense à plusieurs choses à la fois, ce qui fait que, du point de vue psychologique, elle a un choc émotionnel très fort. Non seulement elle a envie que son enfant naisse, mais sauf qu'il y a une difficulté de naissance, il y a une difficulté déjà de bien-être pour elle. Elle peut aussi rejeter. Oui. Elle peut aussi faire un rejet. Justement, elle peut faire un rejet dû au fait de la non-acceptation de cette grossesse. Donc, si vous n'acceptez pas les conditions dans lesquelles elle vit, si elle est très malheureuse, elle souffre dans sa chair par rapport au rejet vis-à-vis de sa grossesse, elle va finir par créer une perte, provoquer même le choc, parce qu'elle va chercher peut-être à se faire avorter ou peut-être se laisser entraîner par un risque. Et tout cela ira du fait de l'émotionnel. Donc la clé sera de la laisser être dans des conditions très idéales, même si, vous savez, généralement on refuse pas parce qu'on ne veut pas l'enfant, mais parce qu'on pense au coût que l'enfant peut entraîner. Donc elle est venue, on est déjà en train de souffrir, mais sauf qu'elle vient avec une grossesse et quelles seront les responsabilités? Qui seront les responsables? Encore grave si jamais le géniteur a pris la poudre d'escampette, s'il a mis ses jambes à son cou, il est parti. Donc là, ça sera encore plus grave. Et toujours est-il, il est important de noter qu'on n'a même pas besoin des forces de l'ordre. Parce que la vérité, c'est que les forces de l'ordre irritent la famille. Vous savez, c'est un peu comme en Europe.
un enfant est très têtu parce qu'il sait qu'à tout moment, il peut appeler la police. Il peut appeler la police, oui. Les parents sont souvent très irrités. On préfère le laisser faire son désordre. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, vous allez beau appeler les forces de l'ordre. On va dire, OK, que les forces de l'ordre l'allongent ta grossesse. Et généralement, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Vous parlez là de vécu du terrain. Oui, ça, c'est ce qui... Vous confirmez, Armel? Malgré en fait, tout, ce que je voulais dire, en fait, c'est les forces de l'ordre, c'est vrai que ça a une connotation physique, brutalité, mais c'est pas dans ce sens-là. Parce que les forces de l'ordre sont formées par nous dans le processus d'encadrement des victimes, quelle que soit la victime qui est placée devant un officier des forces de l'ordre ou de maintien de l'ordre. Il fait ce qu'on appelle, il détecte d'abord le cas. Elle a subi quel cas elle a été victime de quoi? De quel type de violence, et en fonction de ça, ils vont maintenant référencer le cas. À notre niveau, on appelle les forces de l'ordre si les parents refusent déjà notre convocation, parce qu'on ne fait pas les descentes. C'est le dernier recours, je suppose. Oui, voilà, c'est le dernier recours. Parce qu'on va convoquer le parent. Au cas où le parent refuse, nous, on aura maintenant recours aux forces de l'ordre. Et le recours aux forces de l'ordre ne signifie pas qu'on ira brutaliser le parent, non. On ira lui rencontrer le parent, lui expliquer que, bon, voilà, la promotion de la femme et de la famille vous a contacté pour tel problème. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que c'est vrai? Dites-nous qu'est-ce qui se passe. On va commencer à poser certaines questions aux parents pour comprendre en fait pourquoi le parent a agi ainsi. Généralement, on ne va pas blâmer le parent, mais on va l'éduquer. On va sensibiliser le parent, on va lui dire c'est normal que vous soyez fâché parce que ce n'est pas ce que vous avez prévu pour votre enfant, mais ça arrive. Permettez à votre enfant d'accoucher parce que si elle peut se suicider, il y aura beaucoup de conséquences au cas où vous n'accompagnez pas cet enfant qui a besoin de vous. Et vous êtes son parent, vous avez le devoir, acceptez-la, reprenez-la, occupez-vous bien d'elle. Et en fait, notre médiation fonctionne toujours dans les 80% des cas. Ah, d'accord. Oui, donc, mais après, maintenant, si... Il y a les possibilités. Oui, il y a beaucoup de possibilités parce que même au niveau des forces de l'ordre, on va écouter le parent, on ne va c'est pas des procédures, on va l'enfermer, on va on va l'incarcérer, non. Ce sont des personnes, parce qu'on fait des formations justement pour former les personnels des autres administrations à être sensibles au genre. C'est-à-dire quand on a un cas, par exemple, devant nous, quel que soit le sévice subi, on essaye de rassurer d'abord la victime et lui dit tu es au bon endroit, ne t'inquiète pas et tout et tout. On lui propose des solutions qu'elle-même devra choisir. Bon, voilà, la procédure à suivre, c'est qu'on va convoquer ton papa, on va lui demander ce qui ne va pas et ce qu'il attend de toi. À partir de là, maintenant, on va faire comprendre aux parents que non, voilà, vous devez reprendre votre enfant parce qu'elle est mieux en sécurité avec vous et tout et tout et tout. Et ça se passe toujours dans de bonnes conditions, en fait. Alors, Amel, on a posé la question, on a voulu savoir, en fait, on a partagé sur nos différentes pages Facebook, Twitter, etc., la thématique de l'émission. Et on a reçu un petit témoignage ou alors un commentaire. Il y a une jeune dame qui dit, en faisant passer, il avait les mots, je ne savais pas qu'on aurait un cas pareil, un témoignage dans ce sens. En fait, la jeune fille, je vais paraphraser et résumer en disant, elle a entretenu une relation bien consentante avec un homme marié, mais depuis qu'elle est enceinte, il a abandonné. Et en ce moment, elle est à 4 mois. Parce que vous savez, en général, les femmes, au premier mois, on se dit non, c'est un petit retard, ça va passer. Et après, c'est au 2e mois qu'on commence à s'inquiéter. C'est finalement au 3e mois qu'on fait le test de grossesse. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec le premier trimestre qui est passé. Et ce qui est certain, elle nous dit elle ne veut pas retirer. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce qu'elle ne peut pas appeler non plus son épouse, etc. Mais elle est vraiment dans l'embarras. Sans pour autant encourager ce type de relation et de pratique, nous sommes ouverts à tous les problèmes que nous recevons et on a besoin justement de votre expertise à ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourrez répondre à cette auditrice qui s'appelle tout simplement Linda? Amel? Voilà, là c'est bon, je pense qu'on vous a retrouvé. Alors on a un petit souci.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Cri de Femmes. La thématique, c'est la prise en charge des femmes enceintes en situation de précarité. Également, on aura l'opportunité de parler des MST et de la proctologie. Alors, je ne sais pas si la connexion a été rétablie avec Armel. Non, toujours pas. On va encore essayer. Allô? Oui. Voilà, là, c'est bon. D'accord. Alors, Jane, j'aimerais savoir, cette fille a quel âge, la victime? 24 ans. Elle est étudiante. Elle a 24 ans, elle est étudiante. Oui, elle est étudiante. Ça veut dire qu'elle est majeure. Bien sûr, elle est déjà majeure. Ça veut dire qu'elle peut prendre des décisions concernant sa vie. Elle est responsable de ses actes. Ça veut dire que si elle a pris la décision de garder son enfant, qu'elle continue avec cette décision et qu'elle assume les conséquences de ses actes. C'est avoir une relation avec un homme marié, c'est pas des choses qu'on encourage, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Oui. Et là, on ne peut pas condamner le petit être qui est en train de grandir en elle. On ne peut que l'accompagner à bien faire naître cet enfant-là et l'accompagner par tous les moyens. Est-ce que ses parents l'ont rejetée? Est-ce que sa famille l'a rejetée? Est-ce qu'elle est dans une situation où elle a besoin d'aide? Je sais pas, elle est dans une situation de précarité primaire. C'est la thématique justement. La thématique, c'est la situation de précarité. Et voilà pourquoi, n'ayant pas les moyens de pouvoir mener à terme cette grossesse, puisque certainement elle a miroité tout le confort financier que lui apportait cette relation. Et elle n'imaginait pas se retrouver dans cette situation. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des voies pour... forcer ce monsieur à... Bien sûr, Parce qu'en général, ce qu'on observe dans la société, c'est qu'ils attendent que l'enfant naisse pour vérifier peut-être s'il ressemble ou alors faire un test. Le test de paternité. Mais qui a pris en charge les grossesses des 9 mois? Effectivement. Voilà. Qu'est-ce qui est possible? En fait, je recommanderais à cette jeune dame de se rapprocher de la délégation d'arrondissement de son quartier. C'est-à-dire celui qui est compétent dans l'arrondissement dans lequel elle vit, parce qu'on en a 5, on en a même 6, parce qu'il y a 6 arrondissements à Douala, dans le département du Vouré, arrondissement Douala 1er, Douala 2e, Douala 3e, Douala 4, Douala 5, Douala 6 qui est à Manoka. Mais nous sommes également sur les applications dont vous pouvez être écouté, que ce soit à Douala, Yaoundé, dans tout le Cameroun et même à l'étranger. Donc, nous ne circonscrivons pas toujours tout dans Douala parce que ABK Radio est très à l'écoute à l'international. S'il s'agit de la délégation régionale de la promotion de la femme et de la famille pour le littoral, ça ne concerne que 4 départements, c'est-à-dire notre zone de circonscription de compétences. Le département du Vouré, dans lequel j'ai cité les 6 arrondissements, le département de la Sanaga maritime, le département du Mungo et le département du Nkam, Yabassi. Ça dépend maintenant dans quel département la victime se trouve et elle peut se rapprocher d'une délégation soit départementale ou d'arrondissement de la promotion de la femme et de la famille où elle ira déposer une requête ou bien une plainte contre le père de son enfant si bien sûr elle a toutes les informations sur ce monsieur. À savoir le nom, ce qu'il fait dans la vie, son âge, et voilà. Donc, elle fait une requête adressée à Madame la déléguée, soit Madame la déléguée départementale ou Madame la déléguée d'arrondissement de la promotion de la femme et de la famille, par exemple pour le département d'une CAM ou pour l'arrondissement peut-être d'un Consamba 1er. Je prends un exemple. Maintenant, objet, plainte contre monsieur tel. Et dans la plainte, c'est trop facile, elle explique uniquement l'essentiel. C'est-à-dire, je suis une jeune fille âgée de, j'ai eu une relation avec monsieur tel pendant tel nombre de jours. L'idylle a apporté peut-être un fruit, je suis enceinte, il a refusé de reconnaître la paternité de l'enfant et tout et tout. Ce que j'attends du ministère de la promotion de la femme et de la famille, c'est de m'aider à convaincre le monsieur à s'occuper de la grossesse parce que je suis sûre et certaine que c'est son enfant. Veuillez agréer, Madame la déléguée départementale, l'expression de ma parfaite considération. Très simple. Et à partir de ça, on ouvre un dossier, on va convoquer la demoiselle, elle met ses informations, bien évidemment, parce que c'est comme une demande d'emploi quand on fait dans une entreprise. Elle met ses informations. Et elle prend même le soin de mouiller le papier avec ses larmes. Non, pas forcément. Pas besoin. En fait, elle fera juste une photocopie de cette demande-là ou bien de cette requête-là.
Et à partir de là, la photocopie sera une décharge parce qu'il faudrait qu'elle ait une preuve de ce qu'elle a déposé un dossier ou un courrier à notre niveau. Là, on va prendre le courrier, on va l'enregistrer, on va la convoquer, elle ayant sa décharge. Ça veut dire plus tard, au cas où on convoque le monsieur ne vient pas, on aura encore besoin là des forces de l'ordre. C'est avec ce courrier-là, cette demande qui nous donnera l'autorisation d'ouvrir un dossier ou de mener une enquête sur le monsieur. On aura donc à partir de là maintenant la procédure à suivre avec les forces de l'ordre, c'est-à-dire chercher le monsieur un peu comme si on cherchait un wanted, tu vois un peu. On va essayer de retrouver le monsieur, lui poser le problème. Est-ce que vous reconnaissez cette dame? Est-ce que vous avez eu des relations? S'il cherche à nier, mais déjà il faudrait que la fille aussi ait des preuves. Soit des conversations téléphoniques, soit des lieux où ils avaient souvent l'habitude de se voir, par exemple dans des hôtels, qu'elle ait des preuves. Que ce n'est pas souvent évident de faire une procédure contre quelqu'un quand on n'a pas les preuves. Et à partir de là, si elle n'a pas les preuves, on ne pourra qu'à travers nos associations l'aider, à travers des mains levées, à travers des dons qu'on pourra lui faire, à travers nos partenaires santé qui pourront l'aider peut-être à faire ses visites prénatales ou à accoucher dans de bonnes conditions. Dès que l'enfant est né, peut-être on pourra l'aider à faire un test de paternité. Parce qu'on va tracer le monsieur, on va le retrouver, on va lui dire bon, si vous êtes tellement sûr que c'est votre enfant, vous payez le test de paternité, vous voyez. Et là, c'est le test de paternité qui devra définir si vraiment l'enfant est votre ou pas. Jusqu'à ce que l'enfant soit né, si elle n'a pas de preuves, on va l'accompagner jusqu'à terme de la grossesse et elle pourra bien accoucher. Mais dès que l'enfant est né, c'est facile de faire un test de paternité. Là, le monsieur sera forcé à payer le test de paternité qui va, je pense, dans les 150 000 dans certains hôpitaux pour voir ou pour établir la parentalité avec l'enfant. Et si l'enfant est du monsieur, il va prendre des engagements, il va devoir signer des engagements de prendre soin de l'enfant et de la mère jusqu'à ce que l'enfant soit majeur. Ça veut dire, même s'il n'accepte plus la relation avec la mère, il est le père de l'enfant. Ici, des engagements de prendre soin de l'enfant, la santé, la nutrition, le bien-être et tout ce qui va avec. Merci beaucoup, Ramel. C'est toujours très passionnant de discuter avec vous. Et je pense que l'essentiel de cette conversation, c'est de dire au monsieur, si vous continuez à vous balader, nous avons les moyens de pouvoir vous... Mais bien sûr! Mais en toute discrétion, on veut quand même préserver Oui, docteur Yo-Yo. Oui, docteur Yo-Yo, on vous écoute. Non, il y a un monsieur qui estime que... Il y a un homme marié. Voilà. Il y a un homme marié. C'est pas un médecin. Hein. C'est l'homme marié. Bon, l'homme marié veut parler. C'est l'homme marié. Permets-nous de rester encore avec nous quelques minutes et d'écouter. D'accord. Je dirais la défense. Voilà. D'accord. Armel. Oui. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir, il y a une monsieur. partie que j'ai appréciée, c'est quand vous avez parlé de convaincre. Oui. C'est très important, le mot convaincre. Parce que si c'était obligé, c'est qu'on devait se faire une guerre, mais là maintenant. Mais c'est déjà bien, on est du même camp. Mais, Ok, merci. Si jamais ça peut arriver que ce soit le coup d'un soir et que l'arme fatale cause des dégâts, il n'y a pas d'autre preuve. La seule preuve serait celle d'avoir fait le coup d'un soir. Donc là, elle sera obligée d'avoir la main levée. C'est ça, non? En fait, je ne sais pas si je me suis bien exprimée ou c'est vous qui Non, n'avez pas compris si, ce que vous je êtes voulais très bien dire. exprimée. Elle a Ok, dit. je réitère, Voilà. si vous permettez. Oui. Je réitère, au cas où la fille n'a pas de preuve elle entretenait une relation avec le monsieur, on sera obligé d'attendre qu'elle accouche pour faire un test de paternité. Donc, on va toujours vous bloquer à tout le moment. On va toujours bloquer parce que nous, en fait, on va s'occuper de la victime à travers nos associations, nos partenaires, santé et tout ce qu'on a. Okay. Et on va porter le cas jusqu'au ministère de la promotion de la femme et de la famille. On va envoyer le dossier à Yaoundé à l'attention de Madame la ministre de la promotion de la femme et de la famille. Et à partir de là, elle donnera son OK pour que les associations partenaires avec lesquelles nous travaillons, on en a beaucoup. Certaines font dans la santé, par exemple, nous avons Yellow Care Obstétrique qui est au niveau de Lokbaba, qui nous accompagne avec ce genre de victimes. Certaines se retrouvent même... Donc, Amel, confirmez-nous que vous parlez de vécu et de quotidien. Mais bien sûr. Allez-y, s'il vous plaît. Vous avez encore certaines se retrouvent avec des maladies, des hépatites C. On en a reçu et on les envoie à Yellow Care qui s'en occupe,
qui font des vaccins, qui font des visites prénatales. Mais bien sûr, vous pouvez chercher l'association Yellow Care Obstétrique. L'association se trouve au niveau de Lokbaba et c'est uniquement pour les besoins, c'est la gynécologie en fait. Donc c'est le domaine de santé gynécologie pour des femmes victimes de violences et tout, cancer du sein, ils accompagnent, cancer du col de l'utérus, ils accompagnent bien évidemment, surtout quand c'est nous qui la promotion de la femme et de la famille qui les envoyons en cas. Alors qu'est-ce que vous avez à dire aux hommes de faire attention ou bien... Mais bien sûr, aussi... Les hommes doivent comprendre que la société en fait victimise beaucoup la femme. Ce n'est pas évident parce que certaines femmes aussi ont rendu le sexe tellement facile qu'on se dit que toutes les femmes ont la même mentalité, que quand vous draguez une femme, vous n'avez pas besoin de faire trop d'efforts parce qu'elle a faim et tout ça. Vous êtes des parents, vous êtes des frères, vous avez des sœurs. Mettez-vous à la place de ces jeunes filles-là, mettez-vous à leur place et mettez aussi vos sœurs à leur place. Parce que dites-vous, si je fais du mal à cette jeune fille, quand viendra-t-il par exemple de mes sœurs à moi, de mes enfants même que je suis en train de faire demain? Il faut toujours avoir le cœur sur la main quand on a une relation. Et un homme responsable assume toujours les conséquences de ses actes. Donc si vous entretenez une relation extra-conjugale et de manière non protégée, attendez-vous à ce que la fille ou bien la personne vienne vous dire qu'elle est en retard, parce que entretenir des relations non protégées, ça veut dire que vous êtes prédisposé déjà à avoir soit des maladies, des MST, des IST ou des grossesses. Donc, à défaut, protégez-vous simplement, mais soyez responsables tout autant que vous devez aussi apprendre à ces jeunes filles à être responsables. Merci encore une fois de plus, Armelle, et à tout à l'heure. Merci, Miss Jane. À côté de Yellow Care, nous avons eu le hockey de Bovan. Bovan, l'artiste influenceur, d'ailleurs, qui a fait une belle chanson avec sa clique Team Bénédiction. Et il a ouvert un centre médical du côté de Village, le centre médical Bovan, ça s'appelle. Et il a eu le plaisir de nous accorder de pouvoir dire à toutes les jeunes filles de ce côté-là, qui sont en situation de précarité et qui se trouvent enceintes, il leur offre pour ce mois d'août et jusqu'à la fin de la grossesse, il faut simplement se faire enregistrer parce que c'est une personne qui a choisi d'accompagner ces femmes-là du côté du centre de Bovana Village afin de pouvoir bénéficier des consultations gratuites jusqu'à l'accouchement. Alors, c'est pour ça qu'on va écouter tout de suite C'est mon ami, qui est la dernière sortie de Bovan. Bovan démarre. Dans les moments de joie, t'es toujours là, t'es toujours là, t'es toujours là. Dans les moments de galère, t'es toujours là, t'es toujours là. Dans les moments d'angoisse, t'es toujours là, t'es toujours là. Quand la vie va payer, on sait avec qui dépenser. C'est ça l'amitié, c'est mon ami. C'est mon ami, c'est ça l'amitié. C'est mon ami, c'est ça l'amitié. C'est mon ami, c'est mon ami, c'est ça l'amitié. C'est mon ami. La vie nous offre un cadeau qu'on appelle amitié. Y'en a qui restent, y'en a qui partent, y'a rien de forcé. C'est la famille, ton blême c'est mon blême, c'est la famille. Ensemble on a grandi, traversé les étapes de la vie. On sait qui sont les bons, on sait qui sont nos amis. On pense par l'amitié, c'est la vie qui nous unit. On sait qui sont les bons, on sait qui sont nos amis. On pense par l'amitié, c'est la vie qui nous unit. C'est ça l'amitié, c'est mon ami. C'est mon ami, c'est ça l'amitié. Ils savent d'où on vient, connaissent pas nos liens mais ils veulent nous désunir. Toi, pitié. On s'en fout des jaloux. On s'en fout des écrits. L'amitié c'est s'excuser. Quand t'as fait quelque chose de mal, c'est savoir dire je suis désolé. Mais attention, y'en a qui cherchent l'occasion de te mettre du poison. Fais pas confiance mon garçon. C'est gâté. T'as voulu séparer. On brise pas l'amitié.
Dans les moments de joie, t'es toujours là, t'es toujours là, t'es toujours là. Dans les moments de galère, t'es toujours là, t'es toujours là. Dans les moments d'angoisse, t'es toujours là, t'es toujours là. Quand la vie va payer, on sait avec qui dépenser. C'est ça l'amitié, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est ça l'amitié. C'est mon ami, c'est ça l'amitié, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est ça l'amitié. Alors, nous disons merci à Bovan pour l'opportunité qu'il a offerte à tous les auditrices et d'ABK Radio de vous rendre à son centre afin de bénéficier d'une prise en charge pour vos visites prénatales, même jusqu'à l'accouchement, gratuitement, au centre Bovan situé à Village. Nous allons entamer la troisième partie de notre émission. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur ABK Radio, la fréquence utile et agréable, donc Cris de Femmes. Et vous avez la possibilité d'intervenir par message. Cette fois-ci, on ne pourra pas prendre des appels au 6 99 19 11 62 et au 6 78 42 64 90. Je suis en studio avec le docteur Yo-Yo Ngongan, expert en santé sexuelle et reproductive, proctologue et vénérologue. Maintenant, nous allons parler alors de cette proctologie et de cette vénérologie en entrant dans le chapitre des MST, causes, conséquences et solutions. On va commencer par les causes en vous demandant c'est quoi une MST, une maladie vénérienne. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, moi je vais vous le dire en toute liberté, toute franchise et toute humilité. Pourquoi on dit MST? Moi je crois aux mots, je crois au sens des mots. Pourquoi on dit MST, on dit maladie vénérienne? Certainement, il y a une différence. Oui, il y a une différence parce que la différence se situe seulement au niveau de la voie de transmission. Ah, d'accord. Et comme c'est une voie sanguine, et le sang circule beaucoup plus dans les veines, c'est pour ça qu'on a parlé de vénérienne, pour associer cela aux veines. Mais bon, vous savez, il y a des mots qui existent, mais qui n'ont pas de réelles orientations précises. Ben, quand on accepte, vous savez, au départ, on avait dit IST. Oui, infection sexuellement. MST. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que infection entraîne une maladie. Les IST sont devenus des maladies. Parce que quand on disait j'ai une infection sexuellement transmissible, on avait l'impression que c'est un truc banal. Mais par contre, il y a maladie sexuellement transmissible. On dit, quand tu dis à quelqu'un, j'ai une maladie, il dit, maladie, ça veut dire c'est sur le long terme. Infection, ça veut dire c'est ponctuel. Donc, il y a une petite connotation qui change, qui influence, qui fait en sorte que les gens comprennent que lorsqu'on quitte de IST à MST, on a juste un pas. Par exemple, vous avez une infection à VIH. C'est une infection au virus, d'accord? Mm-hmm. Mais sauf que vous avez la maladie SIDA, qui est après une infection. La maladie, l'infection s'est aggravée, a grandi et est devenue maladie. C'est pour ça qu'on parle de sida comme un état déjà de maladie. Maintenant, vous pouvez avoir une infection à un germe hépatique, mais sauf qu'après, vous faites la maladie. Donc, vous quittez de la phase infectieuse à la phase de l'installation de la maladie à long terme parce que le processus de tout votre corps en fait est engagé. Donc, vous pouvez souffrir et même en mourir. Alors qu'avec une infection, c'est pas trop ça. D'accord? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle plus de MST pour rendre la chose un peu plus vivante et que les gens comprennent que l'infection dont on parlait avant pouvait être juste comme ça. Mais de nos jours, on parle plutôt de maladies. Voilà, donc les maladies sexuellement transmissibles qui peuvent même vous rendre stérile, qui peuvent vous causer des dégâts énormes. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes, même si en général on appelle ça les maladies de la honte, malheureusement? Non, c'est même déjà une erreur de parler de maladie de la honte. C'est une très grave erreur. C'est pour cette raison que quand on parle de maladie de la honte, on ralentit plutôt le processus. On ne devrait en aucun cas parler de maladie de la honte. Et si je prends le cas d'une hépatite par exemple, l'hépatite B, c'est une infection sexuellement transmissible, mais qui est une infection. Maintenant, si on
on va plus loin, on va parler maintenant de maladies. Vous voyez? Et les conséquences peuvent être parfois plus grandes parce que les organes cibles sont touchés très progressivement. Par exemple, quand on parle de l'hépatite, on parle du foie. Et le foie, maintenant, ça devient un très grave problème. On peut même cette infection peut se transformer plus tard en cancer. Les cellules peuvent se dupliquer, se détruire de certaines façons, mais causer d'énormes dégâts. On parle du VIH, comme je le disais tantôt. Après, on arrive à la maladie qui est le sida. On quitte du chlamydia qui peut entraîner des conséquences comme l'infertilité. Voilà. Donc, la libido peut même être impactée parce que si vous avez des infections sexuellement transmissibles à répétition, vous allez finir par détruire votre canal, peut-être le canal spermatique, le canal testiculaire, et faire en sorte qu'en général, la souffrance soit véritablement totale. Donc, les maladies sexuellement transmissibles, parfois même, peuvent entacher votre zone. Je veux dire quoi? Si vous avez une infection comme les éruptions cutanées, comme un herpès, vous avez l'herpès au niveau de la vulve, au niveau du pénis, ça déforme même votre appareil génital. Vous allez voir, vous aurez des trous au niveau de votre appareil et ça va ça va faire en sorte que vous ne puissiez même plus vous afficher. Vous allez vouloir faire des choses dans le noir. Ouais. Maintenant, si c'est chez une femme, c'est pareil. Donc, on doit faire attention à toutes les femmes qui demandent dans le noir. Oui. Il faut être très prudent parce que le noir cache beaucoup de choses. Et si vous avez des condylomes, par exemple, si vous avez des rapports anaux, vous avez des rapports anaux, vous aurez des maladies sexuellement transmissibles comme des condylomes. C'est une forme de croûte qui se forme au niveau de l'anus, mais extrêmement contagieux. Donc, il suffit juste du contact. Et si jamais ça entre, vous entrez dans l'anus avec, parce qu'il y a un appareil qui permet de regarder l'intérieur de l'anus, ça peut se retrouver à l'intérieur. Maintenant, quand ça se retrouve à l'intérieur, ça devient problématique pour vous. Donc, je vous invite, vous avez des plateformes, vous regardez sur Google, vous tapez maladie anale, ou MST anal, et puis vous n'en reviendrez pas. Donc, il y a des conséquences sur plusieurs plans. Vous voyez, donc, quand vous avez des infections, vous avez des maladies sexuellement transmissibles, vous le voyez à l'instant. Et la seule maladie qui fait peur aux gens, c'est le VIH. Oh, c'est celle qui est la plus contrôlable aujourd'hui. Non, c'est l'infection. Ah, l'infection, même pas VIH. Encore le VIH. Oui, c'est l'infection, mais qui plus tard devient maladie. C'est pour ça qu'on parle de sida. Mais on a observé aujourd'hui qu'il y a des personnes qui, parce qu'elles ont pris leurs médicaments, deviennent indétectables. Oui, bien sûr, justement. C'est pour ça que je disais, c'est pas une maladie de la honte. Ça, c'est ce qu'on disait avant. Aujourd'hui, on devrait avoir peur des maladies comme l'hépatite. Voilà. Surtout, ce sont les hépatites qui sont catastrophiques parce que ce sont elles se transmettent comment? Oui, les rapports sexuels, le sang, effectivement, par le contact humain. Oui, donc maintenant, c'est vrai qu'il y a les hépatites qui peuvent être alimentaires. Même le bisou. On ne compte pas trop, oui, mais il faut une certaine quantité de bisous. Il faut des lésions, par exemple, dans la bouche pour laisser passer. Non, maintenant, vous n'allez plus embrasser les gens. Non, mais Lila est choquée. Quantité de bisous, c'est... Non, il me dit... Non, quantité de salive, je parle. Parce que si vous embrassez pendant très longtemps, ça veut dire que vous allez absorber ou avaler une certaine quantité de salive. Et si jamais vous embrassez et puis vous mordez... On fait maintenant mimi. On fait le bisou. Donc, si vous faites ça... Ou on fait le bisou maintenant. Non. Simplement, il faut passer par un centre médical et puis faire vos examens. Oui, le couple doit faire ses examens. Avant de faire bisous. Bien sûr, pourquoi pas? C'est parce qu'aujourd'hui, on a transformé les relations en un soir. Les relations de nos jours sont extrêmement faciles. Très faciles. On ne se bat plus trop. Avant qu'on te regardait, c'était parce qu'on envisageait, voilà. On avait des projets. Il faut savoir que c'est aussi les réseaux sociaux. On se parle tellement que le jour où on se voit, on s'est parlé tellement longtemps qu'on a envie de passer aux choses sérieuses. Hein. C'est quoi les choses sérieuses? Le bisou. Non, parenthèse. La vérité, c'est que les relations aujourd'hui sont très platoniques. Oui, sont faciles. Extrêmement. Donc, il n'y a plus rien de véritablement sérieux. Il suffit qu'on se parle sans jamais se rencontrer. Et le jour où on se voit, on se dit, écoute, on s'est parlé longtemps, on ne se connaît pas aujourd'hui. Allez, passons à ce qui est plus sérieux. Et on a l'impression que la personne qu'on a connue par téléphone est celle qu'on connaît physiquement alors que physiquement, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Est-ce que vous ressentez, vous qui êtes dans ce domaine,
une recrudescence ou alors une augmentation des problèmes du genre, de cette maladie dans la société? Du VIH, l'infection à VIH? Oui. Non, pas forcément. Moi, des différentes infections en général. Oui. Bon, c'est vrai que... Pourquoi on n'arrive pas à maîtriser ou alors... on peut dire qu'il y a un vagabondage aujourd'hui, un laisser-aller, des mauvaises pratiques qui font que... Oui, il y a des mauvaises pratiques, c'est important de le noter. Il y a le fait que jusqu'à nos jours, il y a des gens qui pensent que c'est pas vrai, que par exemple le sida, c'est juste dit comme ça. C'est quand on voit les gens souffrir autour de soi qu'on se dit « Hey, c'est sérieux ». Mais sinon, aujourd'hui, les cas, les gens cachent même les maladies. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, dès qu'on va savoir qu'il a une maladie, comme tu disais tout à l'heure, maladie de la honte, il va cacher, il ne va pas, par exemple, chez les femmes. Dans les statistiques sont biaisées. Oui, la femme va aller à l'hôpital. Et l'homme ne suit pas. L'homme ne suit pas. Voilà. Et après, il va se réinfecter. Il faut soigner le couple. Le couple, voilà. Mais sauf que il y a une petite nuance. Le couple, parce que l'homme aussi a fait ses examens, c'est pas parce que la femme est positive à un examen, son résultat est positif, que forcément l'homme aura. Le système immunitaire de l'homme et de la femme est différent. Les deux systèmes sont différents et par conséquent, ça peut créer à confusion. La femme peut faire l'examen de chlamydia, c'est positif. Chez l'homme, ça ne l'est pas. Donc maintenant, on ne va pas forcément traiter les deux. Non, parce qu'en traitant les deux, on va créer ce qu'on appelle des blocages, on va créer des résistances. Pour l'homme qui n'en a pas besoin, vous allez lui donner. Et le jour où il en aura besoin, ça ne va plus marcher. Et ça va être plus compliqué. Il va se dire, mais chaque fois qu'on me fait cet examen, c'est toujours positif. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a créé des anticorps qui vont faire en sorte que le germe sera plus résistant et ça ne marchera plus. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'on demande à un couple de soigner aussi ses partenaires? Vous comprenez la question? Oui, toujours. Ok. Toujours, mais on ne parle pas au couple à la fois. À la fois? Oui, on ne le fait jamais. De façon isolée? De façon isolée. Okay. Maintenant, si les deux sont là, on ne peut pas, on va s'abstenir d'évoquer ce type de situation. Il a se demande où Miss Jane prend ce type de question. Non, elle a raison. Pourquoi? Parce qu'il y a des couples discordants. C'est-à-dire que vous voyez chez la femme, c'est positif, mais chez l'homme, ça ne l'est pas. L'homme va regarder un genre. C'est maintenant nous les médecins qui disons non, écoute, tu sais, le gland, le prépuce là, a une forme de résistance et tout. Et après on regarde la partenaire, on lui dit cherche ton gars. Donc on lui dit un peu en solo un genre. Donc on essaye quand même de protéger le couple pour dire que voilà, on ne doit pas afficher le couple n'importe comment. Voilà. Alors on a une question de Mado. Elle dit quel est le process de prise en charge des grossesses et IST? Donc, c'est-à-dire une jeune fille a à la fois une grossesse et à la fois une IST. Oui. C'est une très bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on doit comprendre qu'à chaque étape de la grossesse, il y a un type de médicament adéquat. Ce n'est pas parce que tu es enceinte que si tu as une infection, on ne va pas soigner. Ou ce n'est pas parce que tu es enceinte qu'on ne peut pas te faire un prélèvement vaginal. Si, on peut le faire, mais on évite juste d'utiliser un spéculum. Le spéculum, c'est l'appareil qu'on va mettre dans le vagin pour pousser très loin, parce que ça peut créer une petite lésion dans la quelque poche, part et il faut éviter. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on peut te prendre superficiellement et on te donne un médicament qui est adapté au stade dans lequel tu es. Donc si tu es au 3e trimestre, si tu es au premier trimestre, si tu es au second, et si tu es au 3e, donc on va dire, ah non, bon, elle est à la fin, donc elle est plus solide, donc ça peut aller. Étant encore au début, on va dire non, si on lui donne peut-être ces médicaments, ça sera très fort pour elle, on réduit la dose. Il y a toujours un arrangement qui se fait et les infections sont gérées, et ça c'est sûr, parce qu'on ne peut ne pas gérer les différentes infections de celle qui est enceinte. Sinon, on aurait une catastrophe avec... Mais rassurez-nous que le traitement vise justement à éviter à la mère de transmettre à l'enfant. Oui, effectivement, si c'est une hépatite par exemple, et on peut vous mettre sur les antirétroviraux qui peuvent vous aider à contrer les effets de votre infection parce qu'il y a les infections mère-enfant. Donc vous pouvez vous infecter, et c'est même surtout ce qu'on craint la plupart du temps quand on est à l'hôpital, que vous ne soyez pas à un stade où votre bébé va en souffrir parce qu'il va sortir avec une infection qu'il n'a pas demandé et vous allez souffrir avec lui. Si on est déjà dans les conditions de précarité, associé à cela un accouchement avec un bébé qui est malade, mais c'est encore plus grave. Alors, on a une prochaine question qui est un peu comme un témoignage. Alors, il dit « Je m'appelle Joël, j'ai un souci que je n'ose pas dire à mes parents ni à mes grands frères.
Pendant les activités sportives en cours d'année dernière, mon professeur de sport m'obligeait à faire des choses que je ne peux pas dire. Ça va faire 2 mois déjà que je me sens mal à l'aise. J'ai du mal à m'asseoir, du mal à aller aux toilettes et j'ai honte d'aller à l'hôpital. J'aimerais déjà savoir si j'ai besoin de consulter un médecin. Si oui, comment faire sans avoir à dire ni à mes parents ou alors à avoir à exposer ce qui s'est passé à l'école. Bien, oui, je peux répondre immédiatement parce qu'il est important de savoir, elle a quel âge? Joël a 15 ans, c'est un garçon. Ah, c'est un garçon. Oui, bon, il faut savoir que l'hôpital n'est pas fait uniquement pour soigner les maladies existantes. Il y a aussi le dialogue. Vous pouvez aller dans un hôpital et vous voulez discuter échanger avec un médecin. Il peut considérer qu'il a un souci, il va à l'hôpital et peu importe. Donc, il a 15 ans, il suffit il peut m'appeler, il peut venir vers moi, c'est mon rôle. De pouvoir l'accompagner. Ça, je peux lui promettre que forcément son parent ne sera pas au courant. Mais s'il a une infection qui nécessite un certain type de soins, là, étant mineur, on sera obligé de faire appel aux parents. Mais vous auriez des mécanismes et des Oui, il y a des mécanismes, des approches pour qu'il soit en confiance. Ça, c'est mon dada. Donc, étant à ABK, je peux lui offrir ça. Il va prendre la tâche avec lui. Bien sûr. Puis, voilà, je vais le rencontrer, on va mieux discuter parce que ce qu'il est en train de dire est très profond. Si c'est un garçon et son prof on commence à deviner qu'est-ce qui s'est passé. Et quand je pousse le vice un peu loin, j'imagine le traumatisme qu'il vit depuis ce temps-là et il n'a jamais rien dit. Donc c'est lourd à porter parce qu'il a un double problème. Il a une situation physique qui n'est pas bonne et puis mentale qui suit. Donc, et il y a le futur qui arrive. Il y a le futur, donc il ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc je l'invite à venir me rencontrer. Alors, si vous êtes dans la situation de Joël, fille ou garçon, n'hésitez surtout pas à contacter Cri de Femme au 677 33 07 97 ou sur Facebook Cri de Femme ou encore par Gmail Cri de Femme, ce sera en chiffres au pluriel @gmail.com. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos problématiques ou alors vos besoins et on n'hésitera pas. Alors, William, on a un auditeur qui nous a envoyé une note vocale qu'on va essayer de partager avec vous. Elle s'appelle Danielle. Il y en a vraiment qui subissent des violences dans leur foyer, c'est-à-dire elles sont dans les foyers comme elles ne le sont pas. L'homme ne les gère pas. L'homme se pavane partout avec les femmes à gauche, à droite. Mais je ne sais pas, elles sont complexées. Elles sont complexées. A dit non, je vais aller me dépister. S'il arrive que j'ai telle maladie, je vais faire comment? Je vais réagir comment? Comment est-ce que je vais procéder? Comment est-ce que ça va se passer? Il y a beaucoup qui sont frustrés à l'idée de la réaction des autres. Qu'est-ce que je vais dire? Comment est-ce que je vais faire? Alors, nous avons reçu cette voice, on va plutôt dire détresse, de Danielle par rapport à ce qu'elle a observé dans la société. Nous avons vraiment abordé le sujet de la précarité, beaucoup plus vers la petite jeune fille, vers la femme vulnérable, vers la petite amie qui a été abandonnée. Mais là, elle parle des femmes dans les foyers qui vivent ces traumatismes et qui sont malades et qui ne savent pas quoi faire. Je pense que vous avez certainement un mot d'encouragement pour elle. Oui, il est important de noter, à toute situation, il y a toujours au moins un début de solution. Donc, le fait d'être replié sur soi vous crée un double problème. Vous avez d'abord un problème psychologique qui est celui de l'instabilité et ensuite vous avez un problème dans votre foyer. Maintenant, qu'est-ce qui va passer avant? Il est parfois préférable de laisser le problème de couple. Qu'en dira-t-on? On n'en a rien à foutre. Parce que si vous vous appuyez toujours sur le fait de l'autre va dire quoi? Ah bon? Pendant que vous pensez, elle va dire quoi? Vous pensez que la maladie s'assoit et attend que vous réfléchissiez de ce côté-là? Non. Il y a des maladies qui sont poussées très loin à cause de, qu'en dira-t-on, à cause de l'hésitation que vous avez. Donc, mieux vaut aller à l'hôpital parce qu'à l'hôpital, on n'a jamais honte du médecin. On lui dit qu'écoutez, je vis une situation où, déjà, je le dis parce que c'est ce que je reçois. C'est votre pratique. C'est ma pratique, voilà. Donc, il y a des femmes qui disent que, écoutez, doc, vraiment, mon homme, il n'est pas sérieux, mais sauf que c'est mon homme et je dois toujours coucher avec lui. À votre avis, comment est-ce que je peux faire pour gérer cette situation? Je lui dis, non, la vérité, c'est que tu ne peux pas toujours prendre la même maladie parce qu'à un moment, il n'y aura plus de médicaments pour toi et ça risque de devenir plus grave.
il faut que tu tapes le poing sur la table et que tu te dises que c'est trop. Parce que soit vous arrêtez complètement le sexe, soit tu divorces. Bon, c'est vrai que le côté divorce, c'est compliqué. Voilà, donc toujours, elle va préférer être malade à répétition jusqu'au jour où elle va porter une maladie qui sera irréversible. Donc, nous encourageons plutôt les femmes, surtout à rencontrer un personnel de santé, pas un médecin, je dis un personnel de santé, parce qu'il y a des personnels de santé qui ont une bonne façon, une bonne approche. Une bonne approche, une belle humanité, une belle empathie. Exactement. Et voilà. Parce que si vous avez peur de rencontrer un médecin... Qui serait un peu trop formel peut-être à vos yeux. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Donc, maintenant, ce que vous faites, c'est vous parler à quelqu'un qui peut être votre ami et non que vous voyez comme un médecin. Parce qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Quand vous êtes très formel, parce que nous autres, nous qui sommes très présents sur les médias, nous faisons la médecine autrement. On permet à ceux qui sont en face de discuter avec nous aisément. C'est ça qui crée ce qu'on appelle la facilité. Maintenant, si vous êtes avec un médecin qui est très formel et qui a sa casquette de médecin pur, avec un médecin comme ça va vous embêter. Maintenant, il y a des médecins avec lesquels vous pouvez discuter. Ils ont un libre esprit et ils ne sont pas là pour vous juger. Mais ils peuvent vous accompagner dans un système qui peut mieux vous aider et éviter que vous ne sombrez dans une situation où vous allez cacher votre malaise. Alors moi, j'ai une question pour vous qui est assez directe, parce que j'ai l'opportunité d'avoir le proctologue qui est l'expert et spécialiste en maladie anale. Quels sont les risques de la pratique d'une sodomie ? Il faut qu'on en parle. Oui, parce que c'est devenu, voilà quoi, c'est pas un jeu. Quels sont les risques ? Oui, bon, déjà, il faut comprendre que la partie anale a été conçue pour le rejet et non la réception. Très bien. Rejet, ça veut dire que ça quitte de l'intérieur pour l'extérieur. Ça veut dire que le déchet va sortir. Donc, c'est une zone à déchet. Maintenant, quand vous faites le mouvement inverse, vous créez ce qu'on appelle des tensions au niveau du sphincter anal. Le sphincter, c'est comme l'élastique anal. L'élastique anal qui est censé avoir une influence en externe. Et non, je vais dire de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Donc, quand vous faites des mouvements là, vous allez provoquer ce qu'on appelle des déchirures. Vous pouvez disloquer votre système hémorroïdaire. Le système hémorroïdaire, c'est le cordon qui est à l'intérieur, qui peut, lors de la forte érection, être coincé sur les bords de l'anus parce que l'anus, lui, il est très petit et il est serré. Donc, quand il force pour sortir, vous pouvez le décoller. Donc, vous pouvez créer ce qu'on appelle un prolapsus anal. Vous pouvez créer des fissures anales. Vous pouvez donner des infections qui vont, comme les condylons par exemple, qui vont aller tapisser à l'intérieur et la chirurgie interne devient compliquée. Donc, vous détruisez le fort de l'autre. Sauf si vous êtes consentant. Si vous êtes consentant, oui, moi je n'ai rien contre parce que mon rôle, c'est pas de juger, mais mon rôle, c'est de montrer, prévenir, vous dire que oui, le cancer anal existe, le prolapsus anal existe. Pendant que je suis en train de donner ces mots, tapez sur Google et vous verrez comment c'est laid à voir. Donc, quand c'est choquant, d'accord? Mais même la simple constipation, déjà, c'est déjà un problème. C'est difficile, imaginez-vous. C'est difficile, mais maintenant, l'autre, s'il y a des gens qui peuvent supporter, il faut les respecter dans ce qu'ils font, pas les juger, mais les montrer que ce que vous êtes en train de faire maintenant peut vous causer plus de dommages et plus tard, la réparation risque d'être compliquée. Est-ce que vous pourrez quand même aussi rassurer les femmes qu'elles ont le droit de dire non ? Parce que c'est leur corps. Oui, bien sûr, les femmes ont le droit de dire non. Tout le monde a le droit de dire non. Tout le monde d'ailleurs, oui. Bien sûr qu'elles ont le droit de dire non. Parce qu'on a tendance à penser que la femme est la seule qui subit des violences. Non, même l'homme subit des violences, je vous le rappelle. Parce que quand vous n'arrivez pas à satisfaire votre partenaire, elle devient pour vous une épine au pied. Parce qu'elle aura tendance à aller dehors et elle peut porter une maladie dehors et venir vous donner parce que vous n'avez pas réussi à lui donner satisfaction proprement dit. Maintenant, ce que chacun choisit de faire avec son corps, il est libre de le faire. Et nous, en tant que personnel de santé, on est toujours prêt à vous recevoir. Mais on mise plus sur la prévention. On vous explique ce qui pourrait arriver si vous continuez à avoir de tels rapports. Voilà. Donc, je crois que c'est assez clair. Alors, merci encore une fois de plus, Dr Yoyo, d'avoir accepté d'être présent. Et certainement, on épluchera la casquette du sexologue à une autre édition où, cette fois-là, on parlera du plaisir dont le couple
Et peut-être on choisira de faire cette émission un peu plus tard parce que on nous rappelle souvent que votre émission est familiale, mais on saura utiliser les bons mots et savoir placer ceci sans que cela puisse être choquant. Alors Lila, qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes filles en situation de précarité qui ont des grossesses ou aux jeunes femmes qui estiment être dans la pauvreté, parce que j'aime pas utiliser ce mot parce que pour moi, la richesse n'est pas toujours financière, elle est surtout humaine. Là, je vais porter ma casquette de coach et je vais dire qu'à partir du moment où on a une idée quand même de la budgétisation qu'il faut pour pouvoir se prendre en charge, on peut au moins savoir comment faire pour avoir le strict nécessaire pour au moins avoir une grossesse sans risque en fait, pour pouvoir au moins se payer les factures qui sont relatives à une grossesse sans risque. Donc avoir peur ne va servir à rien. Il faut très déprimer tôt, non plus. Il faut très tôt aller à l'hôpital et surtout ne pas hésiter à dire à la sage-femme qui nous reçoit que ça va quoi, c'est chaud, on n'a pas forcément les moyens pour payer tout ce qu'il y a à payer. Éviter de jouer les influenceuses en mode je ne dis rien, je fais le style et tout. Non, quand ça va pas, on dit ça va pas. Et puis, certainement, ces femmes-là sauront nous accompagner, nous aider, voir comment réduire au maximum les factures. Donc, allez à l'hôpital le plus rapidement possible. Informez les sages-femmes que vous n'avez pas d'argent et informez également votre famille que vous n'avez pas d'argent. Ils ne vont pas vous tuer. Au moins, ils vont vous chuter le temps que la grossesse, le temps que le bébé arrive. Donc, faites ce qu'il faut à temps. Et surtout, j'ai une phrase pour les dames. Sachez que l'enfant n'est né. C'est ma grand-mère qui le disait, l'enfant est né dans le ventre. C'est pour dire quoi, quels que soient les traumas ou le parcours que vous aurez eu pendant une grossesse, une fois que ce bébé est né, c'est le bonheur qui arrive dans votre vie. Et les personnes qui vous rejetaient, etc., peut-être seront même celles-là qui viendront quémander ou réclamer l'homonymie pour cet enfant. Et n'oubliez pas, comme dit souvent Amélie Bengono dans sa dernière sortie, justement parlant de ces grossesses précoces que nous n'encourageons pas parce que nous vous invitons à vous préserver. Toujours est-il que quand cela arrive, imaginez-vous, peut-être c'est c'est un président de la République que vous avez dans votre ventre, que vous allez vouloir achever sa vie. Peut-être c'est un futur ministre, peut-être c'est un chercheur, peut-être c'est même le sauveur de l'Afrique, peut-être c'est celui qui créera les États-Unis d'Afrique. Je suis dans une mouvance panafricaniste, pourquoi pas. Voilà, quelle que soit la situation que vous traversez, encore que l'enfant reste un don de Dieu, reste quelque chose de positif et il faut aller à l'hôpital parce que, comme l'a précisé le docteur Yoyo, vous pourrez rencontrer d'autres femmes qui pourront vous partager avec vous leur expérience afin que vous sachiez que le bonheur est plus tard. Nous vous avons donné des astuces. Il y a des centres médicaux d'arrondissement qui sont là pour vous accompagner. Il y a des bons verres dans les hôpitaux publics et il y a aussi des associations qui sont présentes dans la ville qui peuvent vous donner tout un trousseau. Et moi, j'ai le bonheur aujourd'hui, une fois d'avoir lu une dame au dernier trimestre qui disait n'avoir rien pour faire son trousseau. Et par chance, comme ça, on avait tout un trousseau d'une jeune petite fille qu'elle a bénéficié. Et l'enfant est né dans de très, très bonnes conditions. Alors, surtout, ne désespérez pas. Restez positive. Nous sommes là pour vous. C'était Cri de femme sur ABK Radio. Bonsoir.